Bien, je vous propose de démarrer. Bonsoir à tous. Donc, nous sommes réunis pour la deuxième conférence de la faculté de médecine et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Éric Favreau, journaliste, impliqué depuis longtemps dans le mouvement, on va dire, de la démocratie sanitaire, et puis intéressé par les sujets de santé. Si certains s'en souviennent, on l'avait fait venir avant le Covid, donc c'est il y a très très longtemps, pour discuter et nous présenter la façon dont les journalistes voyaient les médecins, dans les yeux des journalistes. J'en garde un excellent souvenir. Donc on le fait revenir pour cette deuxième conférence pour nous parler du thème du patient au cœur du système de santé. Serge Usan m'a envoyé à Éric Favreau un petit mail pour rappeler, puisqu'il ne pouvait pas être là ce soir en raison d'un deuil familial, qu'il y a quelques années, un directeur général de l'assistance publique avait donné comme nouvel axe le fait que le patient était au cœur du système de santé, et Serge Usan lui avait répliqué que c'était une grande découverte parce qu'il pensait jusqu'ici que c'était le fox terrier à poil dur qui était au centre des préoccupations. Ça, c'est pour la petite histoire que Serge Usan rappelait dans son mail. Donc Éric Favreau, merci de venir. Vous êtes enregistré, donc il n'y aura pas que l'assistance, il y aura aussi des gens qui consulteront cette conférence à distance, à la fois dans le temps et dans l'espace. Un grand merci d'être venu et on vous donne la parole. Et puis après, il y aura discussion avec la salle. Et puis on ira se restaurer, boire un pot de l'amitié après. La parole est à vous. C'est adorable, ça marche, oui. C'est adorable de m'avoir invité, mais je suis très très flatté que l'on me demande un exercice qui n'est vraiment pas le mien, une conférence comme ça sur un thème. Mais bon, je ne pouvais pas du tout résister à votre demande et à celle de Fleur. Mais alors j'avais eu tout de suite un problème un peu compliqué. Je me suis dit, mais de quoi je parlais, quoi. Et par bonheur, ce jour-là, lorsque vous m'avez proposé de venir pour faire cette conférence, je discutais au téléphone avec quelqu'un que j'aime bien, que peut-être vous connaissez, qui est de votre côté, qui est Bruno Falissard, qui est il est pédopsychiatre, voilà, il est PUPH, donc tout va bien. Et c'est un homme que j'aime beaucoup parce que d'ailleurs, je trouve qu'en vieillissant, voilà, souvent les médecins, mais pas que les médecins, mais beaucoup de personnes en vieillissant deviennent assez, comment dirais-je, ont plus de distance, sont moins péremptoires. Et voilà. Et lors d'une discussion, il m'a lâché cette phrase qui m'a beaucoup troublé. Il m'a dit, mais je crois qu'en fait, on s'est un peu trompé à vouloir répéter partout qu'il fallait mettre le patient au cœur du système de santé. Et de sa part, ça m'a troublé. Je me suis dit, mais tiens, c'est étonnant qu'il me dise ça. Et je me suis dit, tiens, on va essayer d'y réfléchir un peu, parce qu'en plus, après, il a ajouté, voilà, c'est pas le patient qu'il faut mettre au cœur du système de santé, mais le soin. Je me suis dit, est-ce que c'est un jeu de mots ou pas, ou est-ce que c'est... Mais voilà, ça m'a intrigué, surtout de la part de quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et donc, je me suis dit, tiens, Fleur me propose un sujet, on va essayer de réfléchir là-dessus. Donc c'est pour ça que ça va pas être très péremptoire mes propos, hein, et donc j'espère qu'on va pouvoir en débattre parce que j'ai pas véritablement de réponse. Et puis voilà qu'arrive donc cette conférence et que malheureusement elle survient pour nous, en tout cas pour moi, mais aussi pour plusieurs personnes ici, le lendemain de la mort de quelqu'un qui nous est très cher, qui s'appelle Daniel Defer et qui a fondé l'association Aide et qui pour moi était non seulement un ami mais qui intellectuellement m'a complètement formé depuis une quarantaine d'années, et que mon regard sur le monde de la santé a été totalement façonné, bâti, construit par la proximité que je pouvais avoir avec lui. Et entre autres, il avait cette phrase que on répète souvent, en tout cas dans le monde du sida et même maintenant dans le monde de l'hôpital, à savoir que le malade n'était pas le problème, mais qu'il était une partie des solutions. Et donc, voilà, je me suis dit, tiens, voilà, quel télescopage entre d'un côté, on me demande de parler de ça, Daniel qui vient de mourir, et Bruno Falissard qui me dit, mais peut-être qu'on s'est un petit peu trompé. Alors, si on s'est trompé, le premier constat que l'on peut faire, c'est que dire que le malade est au cœur de notre système de santé, là, on peut pas faire
plus cliché, c'est un slogan. Il n'y a pas une personne qui n'arrête pas de le répéter. Je suis sûr que votre directeur ici, tous les membres de la direction répètent ça au moins une fois par jour dans leur discours. Dans les cabinets ministériels, c'est partout. Les ministres, n'en parlons pas. Quand ils n'ont absolument rien à dire, ils ont toujours, en tout cas, cette phrase: il faut mettre le patient ou le malade au cœur de santé. Et comme ça, entre nous, on peut se dire, bon, pourquoi pas, c'est peut-être un cliché, mais ça fait pas de mal, quoi. De dire et de répéter ça, c'est peut-être pas très efficace, mais en tout cas, c'est en tout cas pas inutile. Ça fait pas de mal. Mais bon, c'était ça le premier constat, cette présence absolue de ce slogan de tous les ministres, de tous les responsables. Je suppose qu'à l'école de Rennes, chez nos directeurs d'hôpitaux, ils doivent avoir des sessions particulières pour nous répéter: n'oubliez pas dans vos propos de bien dire qu'il faut mettre le patient au cœur de notre système de santé. Alors bon, c'était ça un petit peu le constat, et c'est un peu avec vous j'aimerais qu'on en discute un peu, parce que vous verrez qu'à la fin, on n'a pas vraiment de réponse. Et je me suis posé comme première question, toute simple, qui était de dire depuis quand un peu, c'est à la mode cette phrase, depuis quand nos doyens, nos chefs de service ou nos malades répètent: il faut mettre le cœur. Alors évidemment, on a une date qui nous tombe dessus, qui est massive, et puis surtout qu'on a fêté les 20 ans il n'y a pas très longtemps, qui est la loi des droits, dite droit des malades, à part qu'elle ne s'appelle pas du tout la loi de droit des malades, mais je crois, si ma mémoire est bonne, c'est modernisation du système de santé, donc qui est de 2022, la loi dite Kouchner. Et c'est vrai que pour aujourd'hui, c'est quand même une vraie référence, et que par rapport à cette question et à ce slogan, on peut se dire que c'est vraiment le point de départ un peu institutionnel de cette phrase, de ce slogan, de cette politique, la loi des droits des malades. Voilà. Et c'est vrai que d'ailleurs dans le préambule, elle vise à placer le patient au cœur du système de santé, j'ai bien noté. Alors en même temps, il y avait des choses assez précises, puisqu'il y avait la question d'avoir accès à l'intégralité de son dossier médical, toutes les questions de consentement, voilà. Ça formalisait toute une série de choses, mais c'est vrai qu'en tout cas dans le discours public, quand on parle de cette question du patient au cœur de notre système, on fait tout de suite référence à la loi de Kouchner. En même temps, juste un petit peu un point d'histoire, c'est que évidemment cette loi ne tombe pas du ciel et qu'elle tombe directement du milieu SIDA. Parce que, en plus, en particulier, elle tombe de militants de l'association AIDS, qui les premiers avaient évoqué le sida. Et que par le sida, l'importance d'une loi, et je me souviens que c'était une interview, d'ailleurs dans mon journal, de quelqu'un qui s'appelait Pierre Lascoum, qui était un responsable juridique de l'association AIDS à un moment donné, et qui, lui, le premier, dans une interview à Libération, c'était l'époque de Simone Veil, qui était alors ministre, qui avait dit qu'il fallait peut-être regrouper tous les textes de loi un peu éparses pour en faire une loi autour des droits des malades. Toujours est-il que, donc, ça c'est vrai, qu'elle vient directement quand même du monde du sida, et donc, en même temps, c'est particulier que ça soit une loi en 2002, parce que 2002, c'est 6 ans après 1996, n'est-ce pas, Monsieur Pialou? 96, c'est les trithérapies, donc c'est quand même un moment donné où le sida change tout à fait de développement, qu'elle tend à devenir de plus en plus une maladie chronique. Voilà. Mais il n'empêche que l'arrivée du sida au début des années 80 a été quand même un bouleversement terrible et très impressionnant dans la relation des malades et des médecins, mais surtout, elle part d'un point de vue qu'on a un petit peu oublié aujourd'hui, c'est que c'est pas par plaisir que les malades du sida et que des gens comme Daniel Defer ont lancé l'association AIDS, c'était un peu par nécessité. Ils avaient face à eux non seulement un modèle médical paternaliste qui avait ses bons côtés, mais surtout un modèle médical impuissant. Ça ne marchait pas. La médecine se retrouvait totalement démunie face à cette épidémie, et que donc ils avaient des malades qui avaient une particularité, c'est que pour la plupart, en tout cas en grand nombre, ils étaient assez jeunes. Par bonheur, entre autres, chez eux, il y avait quand même un certain nombre qui étaient dans des milieux plus favorisés, donc ils avaient accès quand même à une parole publique, ou en tout cas on pouvait les entendre. Bref, tout ça a fait qu'à un moment donné, les malades se sont dit, mais attendez, la relation ne fonctionne plus avec les médecins.
Tout simplement parce que les médecins n'ont plus rien à dire. Et que d'ailleurs, à cette époque, les médecins étaient plutôt demandeurs. C'est toute une nouvelle génération, au début des années 80, que vous avez bien connu ici dans des hôpitaux, des médecins qui étaient jeunes, qui étaient plutôt assez ouverts, qui étaient d'ailleurs assez ressemblants à leurs malades, et qui, voilà. Et donc il y avait tout un contexte personnel mais aussi collectif qui faisait que les choses pouvaient un peu bouger et que donc c'est lancé dans une situation quand même de pénurie et de manque la montée en puissance des associations, parce que les autres associations de malades qui existaient, et il y en avait, elles étaient, pour simplifier, la plupart totalement entre les mains des médecins, mais dans le bon sens du terme, que ce soit la Ligue nationale contre le cancer, ou bien aussi, pour prendre d'autres exemples, que ce soit par exemple sur les transfusés. Voilà. Les associations de malades n'étaient qu'une sorte d'appendice, non pas du pouvoir médical, mais du relais médical, dans un but un petit peu de faire écho. Bon, bref. Ces années-là vont créer et instituer, ou plutôt développer, ou poser des jalons d'une nouvelle relation. Voilà. Et c'est vrai que je crois que le grand succès en termes de vocabulaire a été cette expression « mettre le malade au cœur de notre système de santé ». Donc c'était de fait bien porté par les malades. Donc d'une certaine façon, c'était eux qui étaient un petit peu à l'aventure de ce nouveau regard ou de ce nouveau paradigme, pour reprendre un mot que l'on utilise tout le temps. En même temps, bon, c'est 2002. Et je me suis dit, mais peut-être est-ce qu'il y a des prémices un petit peu avant. Et quand j'ai regardé un petit peu pour voir qu'est-ce qui parlait un petit peu de ces questions-là, sur les nouvelles relations, sur un peu un nouveau cadre autour du colloque. Alors il y a pas énormément de choses qui arrivent avant, mais quand même. Bon, 1991, c'est la loi Évin-Durieux. Bon, Évin qui aura un peu de... Voilà. Mais alors, c'est assez amusant parce qu'on voit que dans cette 20, c'est vraiment des prémices. Et la première, les premiers signes, c'est la question de la présence des usagers dans les établissements de santé. Et là, donc, c'est assez étonnant de voir, lorsque je regardais, c'est que les établissements ce qui était dit, dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles, de personnes accueillies en long séjour, peut assister aux réunions du conseil d'administration aux voix consultatives. Donc c'était une entrée, somme toute, très polie, très courtoise, pouvait ou pas entrer dans ces conseils d'administration, mais bon, c'était quand même 91, mais c'est vrai, c'est vrai, le Évin qui a été d'ailleurs assez marqué par le sida, puisque c'est lui qui le premier lança quelques structures. L'autre année un peu importante, c'est 96, avec les ordonnances Juppé, où là, les ordonnances Juppé, bon, on en parle beaucoup parce que ça a eu un impact assez puissant sur d'abord la propre carrière de Juppé, mais aussi sur deux éléments. Mais là, voilà, apparaissent avec les ordonnances Juppé des choses qui tournent autour un peu de l'usager, avec voilà la création d'une commission de conciliation chargée d'assister, d'orienter. Voilà, on était encore un peu dans une logique de conciliation, de médiation. Voilà, c'était pas du tout de partage. Voilà, mais il y avait aussi la mise en place quand même de la conférence nationale de santé et des conférences régionales de santé. Elles sont composées, disait-on en tout cas dans les ordonnances, entre autres de représentants d'usagers d'établissements des priorités de santé publique de la région. Bref, il se passait quand même quelque chose avant même la loi. C'est vrai que tout ça a été un peu les prémices, et toujours quand on remonte un peu dans la chronologie, arrive assez vite en septembre 98 et puis juin 99, ce qu'on va appeler, ce que vous avez pour certains vécu, les États généraux de la santé. D'abord, l'initiative qui avait été lancée par la Ligue nationale contre le cancer, qui était les États généraux du cancer. Puis après, ça a été repris ensuite par Kouchner, qui était à l'époque secrétaire d'État au ministre de la Santé, où il a lancé des États généraux. Et ça a été un événement assez marquant. Je ne sais pas si pour certains d'entre vous, vous y avez participé, mais en tout cas, moi, je me souviens un peu la stupeur des gens qui découvraient des patients qui racontaient des choses. Et les médecins, souvent très présents dans les salles, parce qu'il y a eu plus de 1000 réunions un peu partout en France, un peu étonnés, ahuris de ce qu'on leur racontait. Il y avait une parole. Et puis, bon, ça venait aussi un peu, au départ, très fortement du monde du cancer. Et le monde du cancer, on ne peut pas dire que c'était le monde le plus en pointe sur la relation malade-médecin. Ils ont mis un certain temps avant d'évoluer. Il a fallu qu'ils soient très largement bousculés par d'autres disciplines médicales, et d'ailleurs en particulier du sida. Voilà. Mais
quand même, c'était la Ligue nationale contre le cancer qui avait lancé ça. Et puis donc, ces états généraux ont été quand même une vraie révélation d'un monde, voilà, en particulier, donc de très forte inégalité. Et puis, toutes ces questions autour du consentement, de l'information du patient, voilà. Bon, bref, tout ça allait déboucher sur cette loi des droits des malades en 2002. 2002, donc, c'était il y a une vingtaine d'années. Et juste avant d'arriver au moment présent, j'ai fait une petite sélection pour vous montrer combien, vraiment, je ne vois pas qui, que ça soit à droite, à gauche, en haut ou en bas, n'ait pas eu après comme réflexe d'évoquer cette question du patient au cœur du système de santé. Alors voilà, je remonte et je vais remonter un peu comme ça en prenant quelques dates et quelques personnages. Voilà, donc je saute vite, je suis en 2014. Il y a un grand raout qui est fait par le journal Les Échos. Le journal Les Échos n'est pas connu par son gauchisme systématique. Voilà, et il fait un grand truc autour de la sécurité sociale, du système de santé, voilà. Et son thème, c'est, avec cette expression très étonnante, qui était mettre enfin le patient au cœur du système de santé. Donc voilà, donc 2014, même Les Échos, très bon journal, sur la protection sociale. Et voilà, et pour proposer leur séminaire, c'est nous proposons de faire de l'autonomie du patient le fil conducteur des réformes. La promotion de l'autonomie des individus est au cœur des politiques progressistes. Pour l'avenir, il faut faire du patient aujourd'hui tour à tour, client ou usager, un véritable acteur. La prise en charge doit être centrée sur les patients plutôt que de répondre à des préoccupations administratives, historiques ou territoriales. Bref, voilà. La presse assez économique s'y mettait aussi. Mais après, j'ai été un peu surpris dans ce petit travail de voir qu'en 2016, avec la création des GHT, ce sigle que vous connaissez tous par cœur et dont tout le monde se demande si c'est un sigle à retenir ad vitam aeternam, donc c'est ces groupements hospitaliers de territoire. Voilà, il y a dedans toujours cette idée, un des objectifs, pour ne pas dire le cœur de cet objectif, donc qui est de la coordination entre établissements de santé, cette nouvelle organisation, il est dit très vite, mais je crois d'ailleurs que ça doit correspondre à la loi HPST, non, ou quoi, la loi Bachelot, on s'y perd un peu puisque vous avez la chance d'avoir une loi à peu près tous les ans ou tous les 2 ans. Donc dans cette loi-là, c'était, voilà, il y avait cette idée, cette nouvelle organisation permet de mettre en œuvre pour chaque patient une stratégie de prise en charge autonome, commune et gratuite. Bon, voilà. Donc les GHT, donc même le langage administratif commençait à investir. Je remonte un petit peu dans le temps en trouvant un autre colloque de l'Institut Montaigne. Je me suis un peu amusé à prendre des lieux qui sont quand même plutôt où se retrouvent les élites, quoi. L'Institut Montaigne, vous savez, c'est un truc très impressionnant. Voilà, où il y a tous les grands noms, les grands penseurs, et puis je crois les grands industriels, voilà. Et voilà, et leur thème était santé et si on plaçait le patient au cœur du système. Voilà. Pourquoi? Voilà, et il y a de longues interventions. Alors je vous en lis quelques extraits, mais qui sont intéressants parce que de leur part, je me disais, mais c'est quand même marrant. Nos besoins de santé sont cycliques. Donc Institut Montaigne. Nos interactions avec le système de soins évoluent tout au long de la vie. D'utilisateurs occasionnels, nous pouvons devenir patients chroniques pendant plusieurs années, puis aidants auprès d'un proche avant de redevenir un utilisateur occasionné. Voilà. Aujourd'hui, voilà, je passe un petit peu. Il y a tout un long discours sur que toute la philosophie, toute la construction, tout le modèle sur lequel nos politiques publiques de santé, ça doit se construire, se développer autour de ce patient mis au cœur de notre système de santé. Alors plus proche de nous, je ne pouvais pas résister, surtout que c'était un peu troublant, c'était des propos d'Agnès Buzyn, notre rapide ministre de la Santé, en 2018. Donc ça, pour elle, non, elle a répété très souvent, elle était très en harmonie sur cette histoire de mettre le patient au cœur de notre système. Et donc en présentant sa politique, Santé 2022, tous ces trucs, etc., il y avait, toute une série de propos du genre catalyser un changement de culture vers plus de prévention. Ben voilà. Ça c'est vrai qu'on aurait pu prendre aussi le discours sur la prévention. Plus de prévention et moins de soins. Nos ministres disent ça depuis un certain temps. Réduire le reste à charge, etc. Et ça terminait en disant, mais la priorité, c'était replacer le patient au cœur du système de santé. Alors c'est dommage, j'ai plus beaucoup de rapport avec elle parce que je me demandais pourquoi elle a dit replacer. Pourquoi elle n'a pas dit plus simplement placer le cœur au... Voilà, peut-être
Est-ce qu'il y a eu une époque où le patient était au cœur du système de santé? Non. Bon, en tout cas, Agnès Buzyn était très... Mais bon, d'ailleurs sur le fond en tout cas en parole, voilà, il y avait toujours ce langage absolu du patient au cœur du système de santé. Et puis je ne me suis pas refusé ce plaisir de reprendre des propos de grandes industrielles pharmaceutiques, en particulier de Pfizer, dont on parle beaucoup ces temps-ci, en 2022, Pfizer qui fait un grand colloque, voilà, propos 12 et lance et qui se termine par 12 propositions pour mettre le patient au cœur de notre système de santé. Et voilà, tout ce colloque très spectaculaire. Donc en 2022, bon, c'est vrai qu'on était pourtant dans une époque où on ne peut pas dire, que l'on verra plus tard, que le patient était très au cœur du système, voilà. Et tout ce programme se structure autour de 3 idées phares et 12 propositions concrètes, voilà. Donc, on est quand même très très loin des propos d'un ancien président du Conseil de l'Ordre, Louis Porte, qui, alors voilà, j'ai retrouvé ça, mais peut-être que tout le monde le connaît, je n'avais jamais vu ça, qui lors d'une réflexion sur le consentement du malade à l'acte médical, le 30 janvier 1950, a eu ces propos tout à fait historiques en disant « L'usager est un incapable notoire, il appartient au médecin de décider ce qui est bon pour lui. » Bref, ce président du Conseil de l'Ordre, en tout cas en termes de propos, n'avait pas tout à fait raison. Mais bon, tout ça... Ça peut paraître une litanie à la Prévert, mais on est quand même à un moment très particulier. C'est pour ça que je trouve que j'espère qu'on va pouvoir un petit peu en débattre. Voilà un slogan qui était très beau, très intéressant. Tout le monde est d'accord, tout le monde. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le patient soit au cœur du système de santé. On a vécu, avec le Covid, un épisode étourdissant où le patient a été totalement exclu du système de santé pour de bonnes ou de mauvaises raisons. La raison principale évoquée était l'urgence, mais l'urgence change totalement les règles, etc. Mais pourquoi pas? Mais voilà, mais en tout cas, à un moment décisif où l'imprévu était le plus fort, où on pourrait dire qu'on avait besoin d'une plus grande proximité entre tous les acteurs, le principal acteur, puisqu'il était au cœur du système, a été totalement exclu, mis en marge. On vous laisse à toute une série d'épisodes où, de façon très douce, le président du conseil scientifique, à l'époque, Jean-François Delfrécy, avait dit qu'il fallait quand même l'intégrer, etc. Mais bon, il s'est pas énormément battu. Mais peu importe, c'est pas très grave. Mais en tout cas, on le voit en plus aujourd'hui avec... Bon, alors, je trouve qu'on a toujours un vocabulaire un peu démesuré quand on parle du système hospitalier. C'est à celui... Mais là, je crois qu'on est d'accord avec Fleur, qui dit les mots les plus catastrophiques, etc., l'effondrement, etc. Bon, en tout cas, toujours est-il que dans cette crise que traverse notre système de soins ou hospitalier, on ne peut pas dire que le patient parle, soit écouté, mais aussi on ne peut pas dire qu'il parle. Parce que ça va être aussi un des autres aspects. Il est peut-être au cœur du système de santé, mais il est bien souvent silencieux. Et donc, voilà, le constat aujourd'hui est troublant. D'un côté, ça n'a pas marché. L'exemple du Covid est clair. L'autre exemple que je pourrais prendre, c'est parce que je suis passé assez vite, je vous ai sauté, oui, j'ai pas fait attention. J'ai sauté des propos de Didier Tabuteau en 2010, qui lui était quand même un des artisans de la loi de Kouchner, autour de la notion de démocratie sanitaire, puisqu'il y avait d'un côté mettre le patient au cœur de notre système de santé, et de l'autre, quelques années plus tard, est arrivé cette magnifique expression, mais je vais retrouver autour de la question de la démocratie sanitaire. Expression très belle, voilà. Pour Didier Tabuteau, qui avait été d'ailleurs un de ses artisans, elle est entendue comme l'association des usagers du système de santé et de leur représentation à la définition, et à la mise en œuvre des politiques de santé et d'assurance maladie. Mais elle n'a pas vocation, ajoutait-il, c'est bien pour ça que c'est assez compliqué, à se substituer à la démocratie sociale. Bon, bref, il y avait la démocratie sanitaire d'ailleurs, dont l'expression a eu autant de succès que l'expression mettre au cœur du système de santé. Autant de succès à une petite réserve près. C'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, nous avons un nouveau président de la République depuis quelques années. Il n'a jamais utilisé cette expression-là. Quasiment jamais. Et on a d'ailleurs un nouveau ministre de la Santé, quoi, nouveau, plus trop. D'ailleurs, voilà, non plus. Le mot démocratie sanitaire n'est plus du tout utilisé dans le discours officiel. Pourquoi pas, mais en tout cas, ça montre bien que, voilà, que entre d'un côté
tout ce modèle autour du malade au cœur du système, voilà, a échoué, que ce qui aurait dû un petit peu être son expression en termes d'action concrète, la démocratie sanitaire, elle aussi n'est plus du tout présente. Voilà. Donc, avant d'essayer de voir quelles sont non pas les solutions, mais les perspectives, je voulais juste m'attarder un petit peu avec vous. Je regarde, oui, mais j'en ai pas pour très très longtemps. C'était un peu de savoir pourquoi, parce que bon, c'est pas toujours la faute des autres, quoi. Et c'est pas toujours que la faute des médecins, des administratifs ou des politiques. Et pourquoi ce contre-pouvoir qui a été mis en place quand même à un moment donné par les associations de malades n'est plus aujourd'hui opérant. Bon, il n'y a plus que quelques associations qui croient encore qu'on les écoute. Vous vous souvenez pas peut-être, mais pour certains, il y avait un temps où dans les années 90, où lorsque l'association ACT UP disait la moindre chose, les ministres se couchaient immédiatement et suivaient immédiatement. Là, la plupart des associations ne sont plus du tout entendues, ne sont plus du tout écoutées. Mais est-ce qu'elles ont quelque chose à dire? C'est bien ça aussi une des interrogations. Voilà. Pour les plus grosses associations, type Aide aujourd'hui, elles gèrent toute une série de structures, mais on ne peut pas dire qu'elles ont un discours, on l'a vu encore sur le Covid, le discours n'a pas du tout été ni percutant ni présent. Sur le sida, voilà, qui était quand même le fer de lance de la mobilisation des malades, bon, ACT UP a totalement disparu, il n'y a plus rien du tout. La Ligue, si on passe vers le cancer, c'est un peu compliqué, parce que la Ligue reste une association très forte, très puissante, avec des gens tout à fait remarquables à la tête, qui ont des discours, voilà. Mais bon, on ne peut pas dire qu'elle imprime un discours sur les patients. Et en tout cas, un discours public. Et si on décline un petit peu, et c'est pour ça qu'on va arriver à ces situations-là, on pouvait, un peu autour des maladies chroniques, se demander peut-être qu'il allait y avoir des associations qui allaient se créer et mettre enfin le patient au cœur du système. La grosse déception que l'on peut avoir et que moi, en tout cas, j'ai pu connaître en tant que journaliste, ça a été autour des malades mentaux, des fous, quoi. Les pauvres, ils auraient bien besoin d'associations pour les aider, quoi. Parce que, vu la façon dont la plupart du temps ça se passe dans les grands centres hospitaliers spécialisés, il y a vraiment des problèmes très importants. Et les seuls qui se battent, d'ailleurs, ce sont les parents ou les proches. Avec en particulier des associations type l'UNAFAM, qui sont, voilà. Mais, voilà, ça renvoie aussi à quelque chose de compliqué. C'est déjà d'être malade, c'est pas facile. Si en plus être malade citoyen et se battre pour les autres, c'est encore plus compliqué. Et on le voit, par exemple, donc vraiment dans le cas pour toutes les associations autour de la psychiatrie, où il y a des choses. Il y a des choses, en tout cas, au niveau local, plein de petites associations sur des maladies, des choses comme ça, qui arrivent à faire des choses, mais elles n'impriment pas, comme on dit aujourd'hui, elles n'impactent pas, voilà, le discours public. Et puis aussi, il y a un autre danger, c'est des associations. C'est bon? Non? Voilà. Un des acteurs un peu détournés aujourd'hui est l'industrie pharmaceutique. Et l'industrie pharmaceutique est aujourd'hui extrêmement présente dans les associations de malades. Et on a un exemple très déroutant avec l'association qui est pourtant importante, France Alzheimer, qui est quand même extrêmement proche de l'industrie pharmaceutique, pour ne pas dire plus. Et l'on ne peut pas dire que les stratégies de cette association, qui se veut une association de malades, sont loin des stratégies de certains, des grands industriels. On l'a bien vu avec toute l'affaire autour de ces médicaments qui ont coûté des milliards à la collectivité et qui ont eu pour effet de ne servir à rien, sauf peut-être d'avoir des effets secondaires beaucoup plus graves que prévu. Et ça continue, il n'y a même pas un mois ou deux. Mais là, en même temps, on le voit c'était aux États-Unis où ils ont autorisé un nouveau truc, un nouveau médicament. Alors qu'on sait très bien que ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Bon, voilà. Donc, il y a quand même une interrogation que je reprenais un peu dans cette petite partie avec les associations de malades. On y a beaucoup cru. Voilà. On est en tout cas dans un moment où c'est le creux, quoi. Où c'est le creux, voilà. Et donc, ce discours des malades n'est vraiment pas porté. Donc c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit, on me dit il faut plus mettre le malade au cœur de notre système de santé. Retournons voir notre ami Bruno Falissa, qui a eu cette drôle d'idée de me dire non, peut-être qu'il faut arrêter et peut-être qu'il faut mettre le soin.
Et je l'ai interrogé il y a quelques jours, disant mais qu'est-ce que tu entends par là? C'est quoi le soin? Alors bon, je vous donne un petit peu tout ce qui, c'est un peu l'analyse qu'il a fait et que je trouve un citoyen. Donc il dit bon, il y a eu toute cette époque, ces années où avec, en particulier, on l'a vu un peu partout dans tous les clans et dans tous les pans de la société, la valeur d'autonomie qui était très mise en avant, surtout si vous avez eu Cynthia Fleury juste avant, à la dernière, elle a dû vous en faire un beau coup, je ne sais pas de quoi elle a parlé, mais voilà, la valeur autonomie, voilà, était très, et y compris en médecine, on a mis beaucoup en avant le patient, voilà. Et donc, il s'est dit, mais voilà, il y a eu le patient autonome, puis après le patient citoyen, puis après on est passé au patient usager, et puis après, dit-il, maintenant il y a même des tendances. C'est ça le modèle vers lequel on pourrait tendre, si on reste sur ce paradigme-là, qui serait le patient client. Et là, il dit, d'abord, il constate, c'est amusant de noter que cette montée en puissance du patient usager, patient client, correspondait en même temps à un discours de certains hommes publics et qui ont été longtemps au pouvoir, qui était l'hôpital entreprise. Patient client, hôpital entreprise, c'est comme si ça pouvait bien s'entendre tous les deux. Et lui, de façon très juste, mais là c'est dommage que je parle à sa place, mais il dit mais bon, on a un exemple de ce qui se passe aux États-Unis et on a un exemple aussi avec ce qui se passe actuellement avec les grèves la semaine prochaine de la médecine de ville autour du prix de la consultation. Mais si on rentre dans un monde marchand de la médecine, la consultation, c'est pas 24 € qu'elle doit coûter, ça doit être 150 €. Voilà, c'est le prix minimum. Donc, et si c'était ça, le modèle, avec un prix comme ça, tout explose, tout implose. On ne peut pas tenir avec en prime quelque chose qui exploserait aussi, qui serait les inégalités de santé ou les inégalités d'accès. Donc, ce modèle-là, dit-il, voilà, c'est comme ça qu'il l'a un petit peu, en tout cas, qu'il m'expliquait, le modèle où on a essayé de pousser le plus loin en mettant le malade, pour de bonnes raisons, au cœur de notre système. On arrive vers un malade client et il n'est pas sûr que ça soit un modèle très enviable. Alors voilà, donc quand même pour ne pas nous déprimer totalement et puis surtout pour essayer de discuter un petit peu quelques minutes avec vous, lui, alors il revient à autre chose et donc c'est comme ça qu'on arrive un peu aux soins. Alors, comme tout médecin un peu philosophe, on cite Canguilhem sur qu'est-ce qu'être malade. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de l'entendre quand il moi je n'ai pas bien lu Canguilhem, mais bon je reprends un peu ce qu'il disait. C'est ça, c'est qu'un malade c'est quand même quelqu'un qui demande de l'aide, qui est en rupture dans sa vie, qui demande donc à quelqu'un de l'aider, qui se sent mal. On n'est pas dans une transaction marchande. On n'est pas dans une transaction, pour reprendre un mot, d'égalité. On est dans quelque chose de très très particulier. Voilà. Et que, en plus, dans cette situation très particulière, la société rémunère, ou je ne sais pas comment dire, ou paye, ou aux médecins ou ceux qui s'en occupent, de façon aussi symbolique. Et voilà, d'une autre, pas simplement en termes marchands. Et si on pousse un peu, c'est vrai, mais bon, là, je tombe un peu dans des banalités, mais de temps en temps, les banalités ne sont pas idiotes. C'est vrai qu'on est quand même dans la relation de soins, dans la rencontre, dans le lien. Et donc, juste pour faire un résumé un petit peu de mes propos, on est donc passé d'un modèle paternaliste, ou d'ailleurs, ce modèle paternaliste, jusqu'à la Seconde Guerre, s'inscrivait quand même à une époque où la médecine ne marchait pas. Voilà. La médecine ne guérissait pas avec ce mot. Il y avait des médecins, ils arrivaient à faire des trucs. Bizarrement, quand la médecine s'est mise à guérir à partir de, disons, je simplifie, je caricature à grands traits, après la Deuxième Guerre, arrive peu à peu le modèle d'un usager, d'un patient plus modèle, voilà. Et on est aujourd'hui à un autre, aujourd'hui à un autre moment, voilà. Parce que c'est vrai que, d'abord, pour remettre en cause encore, mettre le patient au cœur les malades sont pas tous égaux entre eux. C'est vrai que quand on prend un malade, en tout cas dans les années, il y a certains malades qui n'ont pas accès à la parole. Quand je vous disais combien les structures associatives autour de la maladie mentale sont pauvres, mais les pauvres malades mentaux, pour se défendre, pour parler, voilà. Ils sont pas en état. Ils sont pas tous en état. Voilà. On est donc dans des situations très déséquilibrées, très compliquées. Voilà. Et je crois que, voilà, c'est pour terminer, pour un peu avoir votre avis, c'est un peu aujourd'hui,
on est dans une impasse à répéter perpétuellement mettre le malade au cœur du système de santé, une impasse qui cache quand même une très grande vacuité de la pensée politique. On le voit bien, hein. On voit bien d'ailleurs sur la réforme de l'hôpital la très grande nullité des discours actuels. Hein. Personne n'a de bonnes idées, et même le vocabulaire, on ne sait plus trop. Voilà, on parle. Pour se faire entendre, il faut dire les mots les plus forts ou les plus catastrophiques. Voilà. Mais voilà, je crois qu'il y a une nécessité d'arrêter avec ce slogan de mettre le malade au cœur de notre système. Voilà. Il y a quelque chose à retravailler autour de la rencontre, du lien. Voilà, à retisser des choses. Voilà. En même temps, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'autres acteurs que le malade et le docteur et le malade et le médecin. Voilà. Mais il y a quelque chose à rééquilibrer. Et c'était un petit peu sur ça que je voulais terminer avec vous, mais surtout vous entendre. Parce que vous voyez que voilà, j'ai dit beaucoup de retracer un peu une histoire, mais j'ai pas. Voilà, je termine pourtant après avoir passé plus de 40 ans dans mon journal à m'occuper des questions de santé, entre autres avec quelqu'un dans la salle qui peut-être va réagir. Mais voilà, je trouve que c'est comme un cycle. Voilà, il nous manque quelque chose. Il nous manque comment parler. Voilà. Mais voilà, en même temps, ce slogan, je trouve il a fait son temps et on peut demander aux politiques d'essayer de travailler sur autre chose. Je vous remercie. Et si vous avez des possibilités,